euh, et donc qui fait sortir, en appuyant plutôt dans la direction du frais, du fruit, qui fait sortir Frischti de la cuisine, de l'univers de la cuisine à proprement parler. Bon, mais on viendra après là-dessus. Est-ce que mon analyse là est claire? Ah oui, c'est très Est-ce clair. que Tu veux qu'on passe directement au logo, hein, c'est ça? Plutôt que la c'est ça, on pourrait signature. passer directement au D'accord. logo parce On que va passer au ça logo fait, ça fait clairement. et on reviendra ensuite aux signatures. Alors on voit bien ici, on a un logo donc avec ah oui, alors l'essentiel du logo, c'est le nom de la marque, hein, qui est clair, qui est très lisible parce que il est en lettres bâton assez. Donc il y a une certaine élégance dans ces lettres bâton comme ça, une certaine rigueur. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a rien d'ornemental qui viendrait gêner ou surcharger le nom. Donc il y a une certaine élégance, une certaine classe dans dans ce type euh, dans ce type de typographie qui d'ailleurs fait ressortir, c'est des lettres bâtons, les composantes phonétiques, hein, de ce mot qui est, on peut dire qu'il est rythmé par la récurrence du i, frisch, stick, qui dans les deux cas, soit est le sommet de la syllabe pour la première syllabe frisch, et soit la chute pour la dernière syllabe, également en voyelle fermée, le I, la répétition du I, qui sont deux bâtons, tout simple, et entre les deux bâtons, il y a l'attaque de consonne avec le fre, la double consonne, et puis le cht, qui est aussi là aussi une diphtongue consonantique par rapport euh, aux deux, euh, aux deux seules voyelles, hein, qui sont les mêmes, donc de façon répétée, avec cette dimension, comment dire, fermée du i comme voyelle. On n'a pas, à l'opposé de Fodora, par exemple, justement des O et des A qui sont des voyelles moyennes ou ouvertes, mais qui sont dans un registre rond et avec des voyelles ouvertes. Pour les autres marques, c'est un peu pareil. Là, on est dans le I, voyelle fermée, hypochoristique, donc affectueuse et petit. En noir sur jaune, c'est très clair. Les lettres ressortent bien puisque le noir et jaune sont deux couleurs qui sont en contraste absolu. Euh, le noir étant le noir, le ténèbre, et l'autre, le jaune, étant le plus proche de la lumière du blanc, donc la plus lumineuse, et donc le contraste est très fort et la lisibilité est maximum. Par contre, lorsqu'on a le logo Frischti en blanc sur jaune, allô, on n'arrive pas à lire, on n'arrive pas à lire, c'est invisible. Ou même en jaune sur blanc, à peine lisible. Euh, Frischti encore, on voit bien la cloche là, on voit bien encore le mot Frischti, mais en dessous, alors là, votre bureau de votre quoi, livreur de bonheur, c'est autant écrire en blanc sur blanc, ça aurait le même effet. C'est quand même Alors, il faut dire, principalement en noir. Ouais. ouais, pardon. C'est principalement en noir qu'il est écrit, hein. Oui, mais attends, mais oui, sauf que le logo, il est en blanc sur jaune. Et c'est difficilement. Et il y a beaucoup de documents, hein, puisque j'ai testé, hein, Frischti, et des documents qu'on reçoit, c'est pas lisible, quoi. Il y a beaucoup de choses. Alors, pas tout, hein, tu as raison. Il y a beaucoup de noir sur blanc, mais il y a aussi pas mal de blanc sur jaune, euh, ou de jaune sur blanc. Et là, du point de vue de l'efficacité visuelle de la lecture, c'est assez mauvais. Alors, juste, j'élimine tout de suite le problème de la cloche. On a vu que c'était récurrent, hein. C'est-à-dire, dès qu'on avait des marques qui allaient au-delà du simple service de la livraison ou de la rapidité et voulaient insister sur la qualité gastronomique,
Oui, Raphaël, ce que je peux me permettre, c'est pas forcément uniquement une cloche, c'est aussi une sonnette. C'est la sonnette qui permet de commander. Tu as raison, absolument, tu as raison. C'est équivoque comme icône, et effectivement, j'avais pas pensé du tout à ça, tu as absolument raison, c'est tout à fait vrai. Mais même la clochette, même la cloche comme ça c'est une cloche qui évoque le grand restaurant ou l'hôtel. Donc c'est quand même un service de qualité Oui, ou avec. la grande bourgeoisie, tu l'appelles la cuisine. Voilà, exactement. Oui, mais de toute façon, c'est un certain niveau de gamme. Soit c'est la cuisine bourgeoise, voilà, où tu as les domestiques et les cuisinières qu'il faut sonner, à table, donc, voilà, pour appeler le service, soit hôtel, soit un grand restaurant, etc. Et puis, donc, et l'autre évocation possible de l'image, hein, c'est, ou d'ailleurs la sonnerie, mais dans ce cas-là, elle ne serait pas à l'horizontale, elle serait plutôt verticale, qui est la sonnerie de la porte d'entrée lorsque le livreur arrive et qu'il fait toc 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 ou qu'il sonne à la sonnette, quoi. Mais ça évoque aussi la cloche du repas gastronomique. Donc, ce sera intéressant de comparer plus près les deux icônes de la cloche, qui s'appelle aussi la cloche d'ailleurs, la sonnette, la sonnerie, et des autres plats, des autres cloches, des autres marques, pour voir si le dessin est très proche, s'il tire dans une direction ou dans l'autre. Mais en tout cas, voilà, il y a ces deux aspects-là. Et puis, il y a le jaune. Alors, le jaune, ça, c'est extrêmement important. Euh, le jaune, en plus, d'ailleurs, souvent dans bien des occurrences du logo, qui est dans un carré. Il y a un certain nombre de marques, j'avais travaillé pour certaines marques, lorsque France Télécom a racheté Orange, j'avais fait une sémiologie sur la marque Orange anglaise que France Télécom a rachetée, Orange qui est devenu Orange en France, et sur le fait de mettre ce mot Orange sur un carré qui est lui-même de couleur orange. Moyennant quoi, la marque était autonyme, elle se désignait elle-même, puisque son nom était le nom de sa couleur et la couleur était la couleur de son nom. C'est un renforcement sémantique là, entre couleur et nom, adjectif en l'occurrence, la couleur orange, qui renforce. Là encore, donc depuis, il y a beaucoup de très nombreuses marques qui ont pris des logos sous forme de carrés comme ça. Bon, je ne vais pas en citer, mais il y en a des flopés. En tout cas, ici, c'est le choix de la couleur jaune qui est important. On le retrouve, comme on le voit sur ce slide, sur la livrée du livreur de bonheur. On le retrouve sur les caisses, les grands sacs à l'arrière du scooter des livreurs. On le retrouve sur les petits, sur la couronne de je ne sais pas qui, hein, sur les badges, etc., etc. Et puis comme fond sur toutes les communications de la marque. Alors, pourquoi c'est important ce choix de couleur? Parce que l'un des plans de la communication de ces marques de livraison, c'est qu'elles ont des livreurs, par définition. Ces livreurs, on les voit passer dans la rue. Et ce sont des supports de communication en même temps publics. C'est la communication, un peu comme qu'on appelle ça, les hommes sandwich dans les rues. Les livreurs avec leur costume, leur sac jaune, leur veste jaune, etc., sont des vecteurs de communication de la marque Frichy. Et donc, ils doivent avoir des codes d'identité de marque extrêmement forts pour qu'on puisse les voir lorsqu'ils passent à toute vitesse sur un vélo ou sur un scooter pour livrer. Hein, ce sont des supports ambulants de communication. Et ce qu'on voit, ce dont on s'aperçoit, c'est que les différentes marques, les Livero, Fodora,
Uber, etc., et donc Frischti, ont adopté l'équivalent de ce que dans les courses on appelle des Kazakhs. C'est-à-dire que les chevaux, avec leur jockey, qui courent également, sont repérables et identifiables pour les spectateurs dans l'hippodrome par leur couleur. Hein. On dit, voilà, la casaque rouge a doublé la casaque verte, etc. C'est vraiment la couleur d'identification, comme d'ailleurs dans le sport en général. Hein. On dit les bleus vont affronter, je ne sais pas quoi, les rouges n'importe quoi, du club de Rome. Hein. C'est par les couleurs qu'on identifie les équipes. Et du coup, la flotte des livreurs de telle ou telle marque se distingue, s'affiche et se manifeste avec des casaques de couleur. Or, il se trouve que le bleu et le vert et le rouge sont déjà pris. Le rouge pour Just Eat, le vert, je crois que c'est Laura, il me semble, et le bleu, Deliveroo ou l'inverse, je ne sais plus. En tout cas, les principales couleurs vives, élémentaires, les couleurs pures, non mélangées, sont déjà prises par je dirais les équipes, les coureurs, les écuries des autres marques. Il restait que le jaune pour Frischti. Alors, le jaune, il a un symbolisme, il a une signification, il a des qualités, etc. Et on peut y voir des aspects positifs et des aspects négatifs. Les aspects positifs, c'est que, contrairement au bleu ou au vert, par exemple, c'est une couleur qui vibre comme le soleil. C'est une couleur très, très présente. Hein. Kandinsky, dans ses textes sur la couleur, dit que le jaune rapproche. C'est la couleur qui vient vers moi et parce que c'est comme la lumière qui vient vers moi alors que le bleu recule, le vert pareil, d'autres qualités. Mais en tout cas, le jaune éclate, le jaune se jette à mes yeux de façon éclatante, vibrante, etc. Comme la lumière du soleil, c'est l'éclat de la lumière, c'est le brillant de l'or, etc., etc. C'est tout ce qui est fort, vibrant, se rapproche et s'assimile à l'énergie solaire. Donc ça, c'est des qualités très fortes. Bon, maintenant, cette qualité-là peut avoir des avantages et des inconvénients pour la marque. Avantage, c'est effectivement ce caractère vibrant. Le jaune, c'est une couleur pop par excellence. Hein. Et donc, si on veut avoir une communication exaltée, enthousiaste, etc., le jaune est très, très bienvenu comme couleur. Mais il y a un revers à la médaille, c'est que le jaune et le noir sont associés depuis très longtemps aux dangers, et notamment aux dangers nucléaires. Précisément parce que c'est un contraste ultra maxima, le noir et le jaune, il a été utilisé justement pour signaler de façon urgente et dramatique les dangers très graves. Deuxième chose, étant donné que cette lumière solaire est extrêmement forte, elle est associée et elle peut faire, comment dire, constituer un écho, disons, avec la dimension fruit de Frischti. Et c'est ça que j'ai constaté, c'est que précisément la marque Maison du fruit ou Palais du fruit, je ne sais plus, a pour logo quasi exactement ce même jaune, ces mêmes lettres noires sur fond jaune, précisément parce que le jaune et le fruit sont très proches et que les fruits associés à l'ensoleillement, au sucré, etc.,
sont souvent jaunes. Pomme, l'ananas, l'abricot, que sais-je, il y a des quantités. Donc, quand on se représente une nature morte ou un spectacle de fruits, ou une salade de fruits ou quoi, alors entre l'orange qui est plus ou moins jaune, orange, etc., les pêches, l'ananas, etc., alors ça évidemment ponctué de rouge intense, de fraises, de cerises, etc., mais c'est très important le jaune dans les fruits. Le vert est plutôt associé aux légumes, hein, on sait bien, mais les fruits sont plutôt jaunes et rouges, et donc le jaune est très associé. Donc, cette couleur jaune risque de réveiller l'élément sémantique, le trait sémantique inhérent à une lecture possible de Frischti qui est liée à la fructification aux fruits, aux fruits, aux frucht, plutôt qu'aux frühstück. Donc, voilà, un problème est le problème de la ressemblance entre cette marque qui est une chaîne de restaurants en réalité qui, au départ, probablement était uniquement des desserts, des fruits, des glaces colorées comme ça, vibrantes, jaunes, etc., et est devenu maintenant un restaurant. Donc il y a une très grande proximité entre les deux marques. Moi, ce qui me frappe, c'est que ce jaune, c'est un jaune pâle quand même. C'est pas un jaune très Oui, vif. Qu'est-ce qu'on peut dire de ben, ce c'est choix de lumineux, type de jaune? jaune pâle ou jaune intense, de toute façon, c'est la lumière. Tu sais qu'il y a, bon, ça, j'ai écrit un livre entier là-dessus. Euh, les différentes teintes sont associées de façon inhérente à des valeurs. Dans l'axe des couleurs, chez Goethe ou chez Aristote, chez Goethe, un point de l'axe est la lumière blanche, et l'autre extrême, c'est le noir, des ténèbres, de la nuit. À proximité immédiate du blanc et du noir se trouve le jaune, qui suit la lumière, qui est une teinte, et le bleu, près du noir, qui est une teinte. Mais les deux teintes sont deux teintes, ça ne les empêche pas d'avoir des valeurs extrêmement différentes. Le jaune étant clair et lumineux, le bleu étant plus sombre et plus obscur. Donc ces valeurs sont inhérentes à la teinte. Et donc il est inhérent pour le jaune d'avoir une valeur de clarté. Même s'il est intense, il est plus proche d'un jaune pâle ou du blanc qu'il ne peut l'être d'un bleu même pâle. Voilà. Donc c'est quand même la clarté, c'est la joie, une série d'affects liés au soleil, à la lumière, etc. C'est la joie de vivre, le bonheur, l'exultation, l'exaltation, le plaisir, le mouvement, etc. Et le fruit, voilà, parce que c'est lié à la fructification elle-même est liée à l'ensoleillement. Est-ce qu'on Alors, peut évoquer les signatures qui sont associées à la marque? À moins que tu alors, je pense qu'il vaut mieux partir, parce que ces signatures, elles sont en fait juste des reprises d'un positionnement qui est construit par le film Un beau jour. Et donc, il est mieux de commencer par analyser le film Un beau jour, puisqu'on verra en sortir la plupart des éléments qu'on trouve sur les différents supports. Donc, le film dont tu parles, c'est le film qui explique la création et l'invention de Frischti. Exactement, parce que dans ce film, la marque se présente, elle, elle se raconte elle-même. Elle explicite ses intentions, sa naissance, son idée inspiratrice, etc. etc. Et ce discours-là est absolument fondamental parce que il programme en quelque sorte le sens de la marque qui se manifeste ensuite de différentes manières. Peut-être juste pour expliquer ce film, c'est que c'est un film qui raconte comment les fondateurs, qui sont un couple dans la vie, ont eu l'idée
Donc, ça commence par un texte il y a presque 3 ans avec Quentin, et on a donc les images clés du film qui s'apparaissent là à l'écran. Tout le film se présente comme un discours de la marque. À la première personne. Alors, ils disent on rêvait qu'on s'occupe de notre, ou qui parle à la première personne du pluriel, ou l'équivalent on, mais en fait, c'est quasiment un discours à la première personne de la marque qui se raconte. Ce que ce film raconte, c'est le récit d'une rupture. Ceci est fondamental parce que c'est un discours de rupture qui donne la clé philosophique de cette marque. Comme toutes les marques qui ont révolutionné le siècle et qui ont fait la révolution numérique dans son ensemble, que ce soit Apple dans les années 80-90 du siècle dernier, que ce soit Internet, Google, etc., etc., toujours on a le même schéma narratif. On vivait dans un autre monde avant. Tout d'un coup, on a eu une idée, et c'est des gens obscurs comme ça, qui n'étaient pas du tout intégrés. Alors, il y avait une informatique monstrueuse, IBM, etc., etc. Et tout d'un coup, il y a un type dans un garage qui a eu l'idée de l'ordinateur portable et de l'interface friendly et des icônes, etc. Et ça a révolutionné tout. Et toute la révolution informatique est sortie de cette idée géniale d'un type isolé dans son garage et qui n'était pas satisfait de l'état de choses existant. Le récit est ici identique. Un jour, un beau jour, on en a eu marre de manger, soit d'aller faire des courses, le frigidaire vide, soit le petit resto du coin où on mange que des hamburgers et tout. On en a eu marre de cette situation-là. Et par hasard, alors qu'ils faisaient autre chose, hein, alors je ne savais pas qu'ils étaient en couple dans la vie, mais ces deux, cette fille et ce garçon, sont des révolutionnaires. Ils ont créé une marque qui allait créer une rupture forte. Ce discours de la rupture, c'est le discours de toute l'idéologie start-upeuse, de toute l'idéologie de la révolution californienne, des idées qui vont bouleverser le monde et qui sortent comme ça juste d'une intuition à un moment parce on est saturé d'un monde dans lequel qui est insatisfaisant, lequel on en a marre, etc., etc. Donc un beau jour, on en a eu marre du frigidaire vide, on en a eu marre, hein, on a eu un rêve d'autre chose, hein, le rêve de l'autre chose, le rêve d'un autre monde, le rêve qui est en rupture avec une réalité insatisfaisante. Eh bien, ce rêve, on ne s'est pas contenté de le rêver, on l'a fait. Écoutez la signature de Sony. Hein. Sony, c'est le même discours. Hein. Vous en avez rêvé, Sony l'a fait. On passe du rêve à la réalisation. Donc il y a 2 points. Situation qui n'est plus supportable. Des individus lambda, n'importe qui, quelconque, dans un coin, se révoltent. On en a marre. Le mot marre est répété 3 fois. Et ils ont une inspiration, un rêve, et ce rêve, ils ont le courage, et donc ils ne sont pas simplement visionnaires, ce n'est pas simplement une vision merveilleuse d'un autre monde ou d'une autre réalité, mais ils la réalisent, la réalisation du rêve. C'est exactement le même schéma que chez Sony,
vous en avez rêvé, Sony l'a fait. Bon. Donc une initiative, et c'est toute l'idéologie de la start-up est là, toute l'idéologie de la start-up, y compris la déhiérarchisation de l'entreprise et de son personnel, l'ambiance cool, le fait qu'on réalise, le fait qu'on a des talents, etc., qu'on a le courage de passer à la réalité, de trouver des solutions. Enfin, tout ce discours-là, c'est vraiment un concentré d'idéologie start-up. D'ailleurs, j'ai oublié de dire une chose, c'est que les couleurs jaunes, j'ai dit tout à l'heure que la couleur jaune était par excellence une couleur pop. Ces couleurs vives comme ça sont des couleurs pop, pas seulement le jaune d'ailleurs, mais le rose, le mauve, le bleu, etc. Quand vous regardez des vidéos de Pharrell Williams, par exemple, Happy, la chanson Happy, et avec le contenu d'ailleurs Happy, la joie, c'est exactement l'ambiance émotionnelle et affective de cette idéologie-là. C'est-à-dire la joie, l'inspiration, la réalisation et des couleurs néo-pop, on pourrait dire. C'est le même type de choix esthétique que le jaune de Frischti. Le générique jaune, un jour on en a eu marre. C'est très important de voir ça parce que ça détermine tout un programme chromatique dans le film qui est extrêmement important. Donc on en a eu marre d'eux, et le frigo vide, le supermarché à 21h le lundi, donc à la fois, et puis payer cher pour de la malbouffe. Et puis l'idée de la tomate en février, ce qui est what the fuck, hein, qui est dire, non mais allô, parce que c'est non saisonnier. Ce qui veut dire c'est industrialisé, etc. Donc c'est bien le décalage, le dépannage, le délai et la bonne bouffe versus la malbouffe et la bouffe industrielle, qui est la situation avec laquelle il faut rompre. J'ai oublié de dire une chose, c'est que ces récits sont tous plus ou moins semblables, et l'idée de rupture, c'est pas simplement rompre avec un état de choses négatif, en l'occurrence ici la malbouffe, les délais insupportables, etc. Mais c'est aussi, et donc, par rapport auxquels avec lesquels on va rompre pour créer une solution nouvelle, mais c'est aussi l'idée comment dire, économique et marketing de la disruption. C'est-à-dire à la fois l'idéologie de la rupture par rapport aux besoins, mais aussi l'idée que la start-up étant une start-up numérique, elle va disrupter un marché. On a vu comment Uber avait disrupté le marché du taxi, même si ça a capoté maintenant un peu. C'est bon, pas aussi clair que ça pouvait avoir l'air, mais on a vu comment Airbnb a disrupté le marché de l'hôtellerie, etc., etc. C'est-à-dire la numérisation va de pair avec ce que le fameux économiste Schumpeter appelait la destruction créatrice. C'est-à-dire, et c'est le véritable contenu du concept de disruption qu'on emploie souvent à tort et à travers maintenant, mais disruption, c'est ça, c'est une rupture qui détruit le marché antérieur. Là, et c'est ça l'esprit des startups. C'est pas simplement de trouver des solutions meilleures ou simplement c'est de repenser, de rebouleverser, de détruire le marché antérieur pour créer quelque chose d'entièrement nouveau, des conditions entièrement nouvelles de vie avec ces marques numériques. Le marché de la librairie a aussi été entièrement, les librairies et des disquaires, chercher une librairie ou un disquaire dans Paris par rapport à il y a 30 ans, c'est exactement la même chose. Et puis, ils vont de plus en plus loin. Donc, tous les marchés qu'ils absorbent sont des marchés qui vont
disrupter, donc détruire au profit d'une centralisation par la marque numérique distributrice Amazon. Hein, et ainsi de suite. Uber pour les taxis, pour la mobilité en général, au-delà du taxi, Airbnb pour l'hôtellerie, et ainsi de suite. Une série de marques qui viennent comme ça, toutes numériques, toutes avec l'idéologie start-up, toutes à partir de l'idée de jeunes pousses, de jeunes start-upers qui vont bouleverser les choses, jeunes, dynamiques, courageux, inspirés, etc. Donc on retrouve complètement ce récit-là dans le... Donc on rêvait que quelqu'un s'occupe de notre santé. Cette phrase est intéressante. C'est-à-dire que le rêve, ce contenu était trois éléments. Quelqu'un, d'abord, c'est-à-dire que ce n'est pas anonyme, ce n'est pas l'industrie, et donc ce n'est pas la logique des marques, qui sont des marques classiques sur les marchés, qui sont des instances anonymes. Là, l'idée, c'est qu'on imagine qu'il y a quelqu'un derrière, une personne. Là aussi, il y a toute une série de marques, Michel et Augustin, qui se fondent sur l'idée d'un rapport personnel avec le fondateur de la marque qui, comment dire, assume en tant que personne à la fois la vision, le courage, la responsabilité de changer les choses. Hein. Et bien là aussi, on rêvait que quelqu'un, deuxième mot, s'occupe. Alors, s'occupe, ça veut dire qu'il ne se contente pas des routines, qu'il est dans une problématique qui est celle du soin, de l'attention, une problématique attentive et qui est dans le soin et la préoccupation du care, le véritable care du consommateur et pas simplement de lui livrer les produits dont il a besoin ou dont on suppose qu'il a besoin ou qui correspondent à ses consommations routinières. Bon. Quelqu'un qui s'occupe, et à travers le repas, qui s'occupe de notre santé, c'est-à-dire qui est une préoccupation éthique et diététique et nutritive, c'est-à-dire l'idée de healthy, du sain, du bon au sens de sain, qui est le propre de la bonne bouffe par opposition à la malbouffe. Donc, on rêvait de que quelqu'un s'occupe, qu'il y ait une personne derrière qui s'occupe, qui prenne soin de notre santé, c'est-à-dire que les repas soient bons. Et on voit bien que cette histoire-là a peu de choses à faire avec le simple service de livrer, qui était l'attribut majeur des marques précédentes, Just Eat, etc. Et là, ensuite, on a dans le film la réalisation. On rêvait et on l'a fait. Des images qui sont des images classiques de cuisine, un cuisinier avec un tablier, le feu, la marmite en fonte, la planche à couper le légume, etc., etc. C'est-à-dire un imaginaire de la cuisine qui est d'ailleurs maintenant banalisé dans toutes les marques de cuisine, même industrielles. Vous avez toujours du restaurant. Je travaillais récemment sur des chaînes de restauration physique, dont les communications étaient centrées sur le cuisinier qui fait la cuisine avec son rythme, sa virtuosité, ses ingrédients frais, etc. Et puis toujours les mêmes images de le feu, la marmite, la planche à couper, etc. Donc ça, c'est des stéréotypes, mais qui évoquent la cuisine. C'est très important parce que à la livraison de repas venus de restaurants, le consommateur associe un imaginaire de l'origine, enfin un imaginaire de la cuisine qui est le restaurant. Le restaurant cristallise une image d'un savoir-faire cuisinier. Je n'ai même pas besoin d'aller dans la cuisine, il suffit que je pense à l'idée du chef et de la spécialité pour que je pense qu'on fait de la cuisine dans un restaurant, souvent mieux qu'à la maison. Mais ça n'est pas l'imaginaire de l'application de livraison. Ce n'est pas l'imaginaire de Just Eat, ce n'est pas l'imaginaire de
de Deliveroo. Ce n'est pas l'imaginaire de Uber Eats. J'ai besoin d'imaginer au pôle d'où me vient le plat que je vais manger, un lieu de cuisine. Or, le problème de Thrifty, c'est que ça n'est pas Allo Resto, c'est-à-dire que je n'ai pas affaire à des restaurants. Et donc, je n'ai pas d'imaginaire de la production de mes plats. En évoquant ce stéréotype de la cuisine, avec le feu, le tablier, la planche, etc., je construis un imaginaire minimum de la cuisine Thrifty. C'est-à-dire que j'essaye de faire coller ce pôle vide, puisqu'il n'y a pas les restos, ce pôle vide de l'origine de mes repas, je lui colle dessus une image de cuisine traditionnelle avec alors on ne sait pas si c'est une femme ou un homme, puisqu'on voit juste le tablier devant le feu, devant la marmite et la planche. Et donc, je remplis d'imaginaire, en fait, cuisinier, la promesse de quelque chose qui reste lacunaire quand on a supprimé les restaurants chez qui je vais commander. Je ne sais pas si je suis clair. Est-ce qu'on comprend ça? Ça va? Donc c'est important, tu vois, c'est-à-dire que les sélections là, des fois 6 images là, ne rendent absolument pas compte en fait de la logique du discours de ce film. D'accord, Donc on complétera les images. Moi, ce qui est frappant quand on regarde l'univers de Thrifty, c'est aussi ce style photographique très nourri, très cuisine maison, avec l'art de la miette, avec ce genre tu me montres, de vaisselle. Là, je te parle de la construction du film avec de l'idée de la start-up et du rêve, de quoi on rêvait et ce qu'on a fait. Et donc, tu vois, et puis l'important, c'est un beau jour, on en a eu marre, on rêvait de quelque chose et on l'a fait, c'est l'image de la réalisation, donc c'est l'opposition à la malbouffe, c'est l'imaginaire de la cuisine traditionnelle, qu'ils appellent d'ailleurs deuxième cuisine magique, très important. C'est-à-dire qu'au fond, on n'a plus chez soi une cuisine plus ou moins médiocre, et puis on n'a pas envie, on ne sait pas faire la cuisine, donc c'est pas terrible. Et puis le pôle de la richesse culinaire qui est le restaurant. Là, on dit il y a une deuxième cuisine, comme à la maison, mais qui est magique. Et c'est ça qu'on a rempli avec les images qu'on a vues. Et puis alors, c'est la cuisine magique. Et puis ensuite, il y a les producteurs qu'on connaît personnellement. Là aussi, c'est des images connues. Je veux dire, 1000 fois, j'ai vu ça dans des communications de grande distribution où là, on a un lien d'éleveurs ou de produits laitiers ou autres. C'est-à-dire qu'on connaît personnellement, c'est toujours important de nommer individuellement. Ça va Jean-Yves, hein, c'est Jean-Yves, je ne sais plus comment, le monsieur sympathique là qu'on voit, qui s'occupe de je ne sais plus trop quoi. Enfin, c'est le producteur local, traditionnel, donc la garantie, la fraîcheur, de la saisonnalité, etc., etc. Et tout ça débouche sur quoi? Débouche sur le vraiment bon. Autrement dit, on a une marque qui est à la pointe extrême de l'ubérisation et de la numérisation, mais qui se remplit d'un imaginaire traditionnaliste, localiste, cuisine avec fourneau, cuistot, etc. C'est-à-dire qu'on a une sorte de forme totalement ultra nouvelle, 21e siècle, pardon, 21e siècle, issue de la triple crise alimentaire, de la crise accélérationniste et de la crise de la distance. Une marque typiquement start-up du 21e siècle, jeune, dynamique et ouverte sur l'avenir, qui change complètement, qui disrupte les marchés, mais dont le contenu est ultra traditionnel, aussi bien au niveau des producteurs
qu'au niveau des consommateurs, d'ailleurs à la fin, en fait, on n'était pas les seuls. Et qu'est-ce qu'on voit? Un couple âgé, donc des gens qui ont connu une autre culture traditionnelle avant les révolutions numériques et autres. Donc, et tout ça débouche sur quoi finalement? Sur l'expression qui est centrale chez eux, vraiment bon, avec des produits d'épicerie, des fromages, saisonnalité, des lieux classiques aussi. J'ai étudié des chaînes de pizza sur le fait qu'il y a une carte de l'Italie, qu'on dit pouf, une flèche. Et notre burrata, elle vient de là. Bon, ensuite, quand on sait que la burrata et le fromage qui vient de là, justement, c'est entièrement aux mains de la mafia, on se dit, bon, d'accord. Mais ça fait partie des codes d'expression assez stéréotypés, finalement, de cette image. Donc, le vraiment bon, c'est seulement après, en dernier recours, qu'on dit, alors, c'est ça la promesse centrale, vraiment bon. Et ensuite, on dit livré en 30 minutes et à des prix décents. C'est-à-dire que la dimension offre commerciale et puis le bénéfice de rapidité, livré en 30 minutes, qui devient un standard maintenant. Parce que avant, on pouvait attendre 1 heure, on pouvait attendre parce qu'il y a avant, il y avait déjà des livraisons par téléphone de restaurants. Mais aujourd'hui, le standard, c'est-à-dire si vous êtes plus de 30 minutes, c'est ou bien que votre plat exige un certain temps de préparation, soit que le resto est extrêmement loin, mais normalement, on s'attend à être livré entre 15 minutes et 30 minutes aujourd'hui. Donc, promettre 30 minutes, c'est un minimum. Et puis, les problèmes des prix descendent parce qu'effectivement, dans l'état de fait très, très insatisfaisant, c'est que précédent, donc, la situation où il y a des Allo Resto, des choses comme ça, certes, on a la rapidité de la livraison, mais souvent pour des produits qui ne sont plus vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne sont plus vraiment des produits de restauration, de vrais restaurants, qui n'ont plus de restaurant que le nom, c'est du street food, c'est du hamburger, des pizzas et de l'asiatique, grosso modo, avec quelques petites exceptions. Et donc, et puis, une qualité relativement médiocre et payé très cher. Payé très cher, parce que ce n'est pas simplement le prix de la livraison, c'est qu'il faut que entre la marque de livraison et le restaurant, ils puissent partager un minimum de marge. D'ailleurs, apparemment, les restaurants n'ont quasiment plus de marge, sacrifient leur marge. Et donc, il y a une pression sur les prix. Effectivement, souvent, on a une expérience très négative, c'est-à-dire que le repas, quoique venant d'un supposé restaurant, est extrêmement médiocre et les prix sont très chers. On a plus vite fait de descendre en bas. Après, si on peut revenir sur l'univers culturel de la marque, donc le film effectivement est très Alors, intéressant. cette marque finit sur livré en 30 minutes à des prix décents. Hmm. Évidemment, on ne comprend. Et puis livraison écolo, voilà, avec les mecs en vélo, mais ça n'est pas nouveau. Tous les autres font la même chose. Les éléments essentiels, c'est les ingrédients frais de saison, c'est-à-dire le supposé rapport avec les producteurs, et la cuisine maison. Sur la livraison écolo, il y a un aspect nouveau, hein. C'est que maintenant on est en scooter électrique. On n'est plus seulement en vélo. Et là, le phénomène du scooter Oui, électrique, c'est assez récent, hein. non, en scooter électrique ou en vélo électrique d'ailleurs. Ouais. C'est comment dire, la révolution de la mobilité urbaine est totalement. Et se Alors, généralise. Ça ne peut pas être très exclusivement. Donc, Frischti, bien manger pour de bon, c'est la signature finale. Alors, j'analyse cette signature. Hein. Frischti, d'accord, la marque. Bien manger pour de bon, c'est clair. Le mot bon est utilisé dans son
ambivalent, dans son ambiguïté sémantique. Bon a plusieurs sens. Il y en a au moins 3 là, qui sont en jeu. Bon gustativement, une expérience gustative intéressante, découverte, les papilles, tout ce que vous voulez, hein. Des associations surprenantes, nouvelles, qui fait une expérience du goût et qui renoue avec le goût que l'alimentation industrielle ou du street food, du junk food, a totalement fait perdre. Et puis un deuxième sens de goût, de bon, pardon, c'est sain. Hein. C'est-à-dire qu'enfin, c'est pas simplement que l'alimentation, les repas vont être de qualité gustative, contrairement à la malbouffe qui est uniformisée, sans goût et dangereuse parce que saturée de graisse, de sucre, etc. Mais bon du point de vue santé, c'est-à-dire bon pour la santé, healthy, sain. Donc quand je redouble la formule bien manger, qui là aussi bien manger est une formule qui sémantiquement est équivoque. Bien manger, ça veut dire à l'origine, bien manger signifie manger beaucoup. J'ai bien mangé. J'ai la peau du ventre bien tendue. Merci, petit Jésus. Mais en fait, bien manger ici signifie manger bien. C'est-à-dire manger du bon, du bien. Quelque chose qui fait du bien. Donc bien manger pour de bon, et là c'est le troisième sens de bon, c'est-à-dire véritablement, effectivement, réellement, et pas dans le discours qu'on entend généraliser partout, bien manger, qui en fait accompagne une dégradation croissante de l'univers alimentaire et de la bouffe dans la malbouffe. Donc là, on fait une promesse de réalisation effective, c'est-à-dire une promesse qui annonce en même temps que la promesse qu'elle va tenir la promesse. Une promesse qu'on s'engage à tenir. On va bien manger pour de bon. C'est ça l'élément spécifique du positionnement et de la promesse de cette marque start-up Frischti, par opposition à d'autres marques qui ont d'autres promesses. Remarquez, quand c'était qui disait manger bien, raturer, manger mieux. C'était Fodora ou non, c'est Top Chef. Food Cherry. C'est qui, pardon? Food Cherry. Oui, Food Cherry. Là, si tu veux, moi j'avais fait une étude pour une marque sur un tout autre domaine sur le sens de mieux, mieux-être, être, mieux-être. Le mieux n'est pas le bien. Le mieux se situe sur une échelle comparative. À quelques niveaux de l'échelle du bien où vous êtes, il y a toujours un mieux. Ce sera aussi un bien, mais mieux que le bien précédent qui était insuffisant. Donc, le mieux indique une progression ascendante dans une échelle graduée de l'intensité ou de la force ou de la qualité du bien, de la plénitude du bien au sens métaphysique. Donc le mieux. Le mieux, c'est justement la position dans l'échelle de qualité. Alors que quand on dit bien manger pour de bon, il ne s'agit pas d'une position dans l'échelle du bien, il s'agit du fait que cette échelle du bien n'est pas simplement dans le discours, mais qu'elle passe dans la réalité, pour de bon, c'est-à-dire pour de vrai. Comme disaient les enfants, hein. On ne va pas faire ça pour de faux, on va faire ça pour de vrai. C'est effectivement, réellement. Donc, comment dire, et c'est ça qui me frappe, moi, dans la marque Frischti, c'est le fait qu'il y a un engagement personnel avec un récit, un auto-récit en quelque sorte, de la marque avec les deux fondateurs, sympathiques, alors en couple en plus, un peu comme Michel, je ne sais pas si Michel et Augustin sont en couple ou quoi, mais en tout cas, les deux fondateurs, c'est toujours mieux d'être deux qu'un seul, parce qu'il n'y a pas de cristallisation des affects négatifs ou positifs sur un seul, ils partagent le truc, en plus c'est un couple. Donc on peut imaginer que leur projet
font partie de leur projet professionnel, mais aussi de leur projet de couple. Ils ont envie ensemble de faire quelque chose de bien dans la vie, ce qui est typiquement l'esprit d'équipe qu'on retrouve dans les teams, qu'on appelle ça la good team, la sympathique team des startups, et que c'est un projet qui les engage personnellement et non pas simplement une idée professionnelle abstraite qu'on va appliquer parce qu'on est des businessmen, etc. Ils s'engagent eux-mêmes, ils racontent leur propre insatisfaction dans l'état de choses précédent, leur idée, leur inspiration. Un jour, on en a eu marre et voilà, on a décidé de réaliser notre rêve, etc. Et ça finit par effectivement le fait que, puisqu'on est engagé dedans, puisqu'on est une start-up avec des talents, qu'on a une forte envie de faire partager, parce que l'idée aussi, c'est pas seulement nos envies, on rêvait, c'est l'idée aussi qu'on n'était pas les seuls finalement. On s'est aperçu que bien des gens, beaucoup d'autres gens, partageaient le même rêve, et c'est pour ça que ça marche. Et dans leur récit, il y a aussi le récit de comment dire, de la croissance ultra rapide, typique aussi de la rhétorique startup. La croissance ultra rapide, c'est-à-dire qu'on est dans le vrai. La preuve, c'est que ça marche de façon foudroyante. On a levé, je ne sais pas combien de millions, ça marche, ça a une croissance, on a du mal à suivre, etc., etc. Tout ça, c'est le fait qu'ils ont réalisé effectivement un rêve qui est un rêve commun, partagé par beaucoup de monde et qui s'engage à le rendre réel pour de bon. Donc on joue sur les plusieurs sens de bon. Bon, bien, alors partout dans l'univers de l'alimentaire bio, par exemple, on a récurrence des mots bon, bien, bio, avec des jeux souvent, genre c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bio, c'est bon, etc. Des jeux de mots sur, parce que comme c'est des mots qui commencent par B et qui se finissent par N et qui ont des diphtongues ou des voyelles différentes, mais qui ont une même forme, le mot très court et qui évoquent des univers connexes, proches, le beau, le bien. Ce sont les trois transcendantaux de la métaphysique d'autrefois, c'est-à-dire le beau, le bien et le bon. Et le vrai aussi. Et là, c'est le vrai, puisque manger pour de bon, c'est véritablement. Donc, on a tous les transcendantaux qui sont présents dans le. Et puis, l'équivoque aussi sur bien au sens santé et au sens gusté. Voilà, ça donc, tout ça me paraît absolument très, très fort et très stimulant. Parce que l'enthousiasme de la start-up, la jeunesse, l'engagement à la fois dans l'hypertechnologie, la numérisation, l'ubérisation intégrale de tout l'alimentaire, puisqu'ils intègrent la cuisine désormais. Ce n'est pas simplement un intermédiaire spatial pour livrer entre un resto et le consommateur, c'est tout l'univers alimentaire qui va être ubérisé avec la cuisine elle-même. Et à terme, peut-être, les producteurs eux-mêmes qui se regrouperont en coopérative pour servir la cuisine infligée. Donc tout ça est extrêmement ambitieux, extrêmement moderne, touche la fibre la plus sensible des millennials, des jeunes de la génération actuelle, avec une promesse très écologique, très qualitative, qui reprend tout ce qui a été perdu par la modernisation industrielle, et notamment le goût, la qualité, la saisonnalité et la bonne cuisine. Bon, maintenant, encore faut-il que ce soit vrai, que cette promesse de vérité soit vraie. Ok. Raphaël, ce que je voudrais, c'est revenir sur deux, trois points. D'abord, il y a le mot livreur de Donc, bonheur. Livreur de en bonheur. plus, ce qu'ils prétendent, leur prétention en tant que marque, il y a tous les facteurs positifs pour que ça marche. Hein. Et quand ils disent qu'ils ont levé des millions pour croître très rapidement, ce qui est effectivement les stratégies de start-up et qui est typique des stratégies du numérique et des marques numériques. Pourquoi? Parce que la clé du succès,
c'est la mobilisation, la captation rapide d'une attention de masse, parce qu'on obéit à une logique qui est celle de l'économie attentionnelle contemporaine. Et donc, la rapidité de la croissance est extrêmement importante pour eux. Il faut tout de suite qu'ils deviennent leaders. C'est-à-dire qu'on ne peut, dans un marché extrêmement concurrentiel, réussir que si tout de suite, rapidement, on prend une place de leader. Mais pour ça, il faut que la promesse soit effectivement suivie de réalité. Alors, est-ce que on peut revenir sur quelques points, Raphaël. Donc, il y a d'abord l'expression livreur de bonheur, qui me paraît intéressante à analyser. Et puis, quelques codes sur leur style, leur charte, qui est extrêmement cohérente tout au long de leur point de contact. Il y a la charte du bon, c'est ça? Oui, la charte du bon et du fait maison, parce qu'il y a un style fait maison dans leur photographie. C'est important. Bon, et ça recoupe pas mal de choses qui ont été dites dans le film, mais c'est intéressant à analyser. Alors, livreur de bonheur. Alors là, je dirais qu'il y a un problème là sur ce. Parce que tout au long de cette séance de travail, j'ai insisté beaucoup sur le fait que, alors que la première vague de ces applis insistait justement sur la livraison, Toc Toc, Take It Easy, Deliveroo, etc., etc., parce que l'essentiel est effectivement la mobilité, beaucoup plus, et la bunkerisation et la mobilité du repas livré, ou des choses livrées en général, comme Amazon, que eux, ils appartenaient à une seconde phase qui, considérant comme acquis la structure de la mobilité, d'ailleurs même les flottes de livreurs à vélo, etc., est désormais entrée dans les mœurs et dans les structures professionnelles, dans le marché, etc., que la phase suivante, c'était d'intégrer la cuisine, c'est-à-dire une marque qui ne soit pas une marque de livreur, justement, mais une marque qui intègre la livraison à la cuisine et la cuisine à la livraison. Ça, c'est fondamental. Donc, caractériser Frischti comme par l'expression livreur de bonheur est tout à fait unilatéral et insuffisant et correspond à la première phase de l'ubérisation de l'alimentaire et pas à la seconde phase. Maintenant, il y a livreur de bonheur, c'est-à-dire que ce que le livreur Frischti livre, c'est pas de la frustration, du mécontentement, des intoxications alimentaires ou de la médiocrité ou de la malbouffe. C'est du bonheur. Bon, là encore, la promesse du bonheur, alors là, on sait bien, rhétoriquement, on ne peut rien promettre de mieux que le bonheur. C'est d'ailleurs ce que toutes les religions promettent, mais après la mort. Hein, c'est la béatitude. Le bonheur, c'est un idéal de l'imagination, a dit Kant, ça n'existe pas, ou alors c'est une sommation de tous les biens possibles. Si je suis beau, riche, respecté, courageux, héroïque, aimé, si j'ai une famille, des enfants, une profession extraordinaire, une réputation, une notoriété, là, je cumule tous les biens. Et donc, je suis heureux. Le bonheur, c'est ça. Mais c'est imaginaire. C'est bien que, en fait, ou alors c'est ultra rare, ou alors il faut chercher le bonheur ailleurs que dans la saturation de tous les biens partiels. Et c'est l'idée religieuse, justement, c'est que c'est autre chose, c'est une proximité avec Dieu, le bonheur, et non pas l'accumulation de la richesse, de l'honneur et du plaisir, etc. Donc on dit, donc l'utilisation de bonheur dans ce cas, c'est vraiment la belle rhétorique. Donc livreur de bonheur, ça veut dire on est la marque qui va vous apporter le bonheur et on va vous le livrer à domicile. Là, évidemment, l'interprétation faible de bonheur ici, c'est que on a un repas à la fois comment dire, abondant, frais, healthy, avec gustatif, bien cuisiné, raffiné, etc. C'est le plaisir, mais c'est aussi la santé,
la diminution du stress lié au fait que c'est livré à domicile, etc. etc. L'épargne de l'effort de préparer la cuisine ou d'aller acheter au supermarché, etc. Donc voilà, c'est l'idée qu'on cumule les biens, on cumule les bénéfices. Et effectivement, dans la promesse réelle, je ne parle pas de rhétorique, mais dans la promesse réelle de Frischti, c'est effectivement cumuler les bénéfices de la livraison à domicile et du bien manger, c'est-à-dire tout ce qu'on a vu comme discours sur le bon. Mais le fait d'entrer par livreur, ça rend unilatérale la marque qui n'est pas simplement livreur. D'accord. Si je peux me permettre, Raphaël, il y a deux, trois choses. D'abord, livreur de bonheur. Donc, il y a livreur de bon à la bonne heure. Et puis, pour avoir assisté plusieurs fois à des livraisons, le livreur à la casaque jaune, il est tout souriant, il est le porteur du message Frischti, et ce côté j'ai marqué livreur de bonheur sur mon dos, ça fait réagir les gens. J'ai vu une femme âgée féliciter en disant ah c'est génial, etc. Donc ça fait vraiment réagir sur le livreur lui-même. Moi j'ai été livré 2 fois, Frischti, j'ai pas eu de mec avec une casaque jaune et livreur de bonheur. Bon. Quand on lit des avis sur Internet, énormément de plaintes sur le fait que le livreur ne monte pas dans les étages, qu'il livre en bas, il faut descendre, etc. C'est pas le bonheur. Ou alors des problèmes de livraison, de délai, etc. etc. Ça, c'est la promesse. Ça, c'est. Oui, mais justement, le fait qu'ils livrent en bas, c'était un peu leur identité au départ, on va en parler juste après. Eh bien, le fait d'aller à sa rencontre, donc c'est quelque chose auquel on n'était pas habitué, hein, parce que c'était au départ une contrainte. Maintenant, ils montent à l'étage pour certaines fois. Le fait d'aller à sa rencontre, ça crée une convivialité assez sympathique. Ça fait qu'on va le voir sur le trottoir avec sa moto marquée livreur de bonheur. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater plusieurs fois. Le contact puisse être sympathique, oui, mais c'est le minimum requis aujourd'hui de la livraison à domicile, c'est qu'elle soit à domicile. Si je dois aller chercher au métro à côté pour aller chercher mon repas, c'est pas la peine. Je veux dire, je vais au resto, j'ai pas besoin. Le vrai livraison à domicile, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est toc 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 à ma porte. Donc, ils avaient un retard, ils l'ont rattrapé, c'est très bien, mais il ne faut pas positiver un défaut. Je veux dire, descendre, je suis à poil ou en pyjama, descendre dans l'escalier, là, non. C'est pas du tout le bonheur, ça. Par contre, que le livreur soit sympathique, qu'il affiche un sourire, qu'il te tend gentiment le panier, etc., tout ça, oui. Et c'est la rencontre qui est le bonheur, c'est pas le fait de descendre. Alors, on va en parler au moment du livreur. Je voudrais qu'on évoque quelques points particuliers, notamment la charte photographique. Parce que la charte, ils ont un photographe maison chez Frischti, ils ont un style photographique qui est extrêmement calibré, avec, on peut dire, presque un art de la miette, avec un art de la miette. On voit les petites miettes, les choses un peu comme chez soi, des débris d'aliments, avec un environnement boisé, feutré, un peu rustique, avec une certaine façon de photographier vu du dessus les plats. Qu'est-ce que tu peux dire de leur univers photographique? Alors, sur les plats, bon, il faut dire une chose que j'ai pas dite encore, c'est que ils ont une cuisine. Ok. Lorsqu'on était au stade de la livraison de plats préparés par des restaurants, pour Allo Resto ou des comme ça, il y avait non seulement une garantie éventuelle de qualité de la cuisine, parce que c'est des restaurants, c'est leur métier, ils savent faire ça, mais il y avait aussi un gage de diversité. C'est-à-dire, si dans mes restaurants, je ne sais pas, sur Allo Resto, j'ai une brasserie qui fait de la choucroute, un restaurant marocain qui fait du couscous, un restaurant qui est spécialiste du bœuf bourguignon, etc., etc., dans la diversité des restos, qui peuvent être des spécialistes régionaux ou de plats particuliers ou exotiques, etc., j'ai une garantie de diversité.
quand j'ai une seule cuisine en face de moi, même si elle est magique, comme ils disent, j'ai plus cette garantie de diversité. A priori. A priori, je dis bien a priori. Je cherche en vain un bœuf bourguignon, je cherche en vain une choucroute, je cherche en vain un couscous dans Frichy. Alors, par contre, je trouve énormément. Oui, et donc, un autre aspect, le problème de la diversité de l'offre, c'est le problème du rapport viande et non-viande. J'ai cherché donc dans Frichy, moi je suis un consommateur de viande, hein, je ne suis pas vegan pour un copec, donc j'ai besoin de viande et de bonne viande bien cuisinée. Et bien j'ai quasiment rien trouvé. Il y a un plat avec une espèce de blanc de poulet hasardeux, et puis il y a du jambon, voilà, jambon de Parme, ok. Il n'y a aucun plat avec de la viande. Car on a l'impression, même si tous les plats ne sont pas estampillés vegan, que c'est essentiellement du vegan. Et les couleurs, les mélanges, les salades, etc. Et puis ce que tu as évoqué, c'est-à-dire la façon de photographier les plats avec l'art de la miette, c'est ça que tu disais. Hein. Ouais. Ça correspond énormément à un style d'alimentation. Quand je vais chez des grandes surfaces, genre Naturalia ou autres, 80% des rayons, c'est des graines de toutes sortes. C'est-à-dire que c'est une ambiance bio-végane, avec déficit de l'offre de viande. Bon, moi, je ne suis pas dans la cible, a priori. Moi, j'ai besoin de viande et de plats traditionnels, donc je ne trouve pas ça chez Frischti. Et donc, si vous voulez, l'effritement, tu vois, là, sur le slide où on est, il y a des graines en haut à droite, là, il y a toutes sortes de graines, de machins. Le fait d'effriter des feuilles de salade dans la soupe, etc., les petits, tout ça donne une ambiance, effectivement, très. Alors, ça correspond à une vague de fond de l'alimentation contemporaine, saine, bio, etc. Donc, dans l'image, il y a cet aspect, cette idéologie alimentaire et cette éthique alimentaire, mais ça explique, y compris le caractère multicolore, hein, les mélanges. Donc, on est aussi dans, j'ai parlé tout à l'heure de junk food et de street food, on est aussi dans la world food, c'est-à-dire inspiration très forte de l'Asie et du multicolore dans les assiettes. On n'a pas de sauce marron, par exemple, qui napperait une pièce de viande. On n'a pas. Par contre, on a du jaune, du vert, du rouge et des choses comme ça, éparpillées, et qui correspond beaucoup à une inspiration asiatique. Et donc, la world food va avec l'ambiance, d'ailleurs. C'est pas uniquement l'alimentaire, hein, c'est une tendance générale que j'ai constatée dans d'autres univers que j'ai analysés, l'alcool par exemple, ou bien d'autres, les cocktails, etc., qui est le cosmopolitisme. Et alors, dans les cocktails, on appelle ça la mixologie, mais moi j'ai généralisé le concept, j'appelle ça la mixophilie, c'est-à-dire l'amour du mixage, l'amour du mélange, sans que les ingrédients se fondent les uns dans les autres, de la dispersion du mélange de choses différentes dans une assiette. Donc cette mixophilie, ce multicolore, ce polychrome, ce multiculturel, ce world food, cette tendance bio avec beaucoup de graines et de choses comme ça, c'est ce qui marque dans ce qu'on peut appeler le caractère ou le style général des images de la cuisine Frischti. D'accord. Et sur les cadrages photographiques, sur la manière de... Les cadrages, ils sont classiques, intéressants, c'est à la fois vue de surplomb,
mais légèrement en biais, comme ça. C'est-à-dire, c'est le point de vue du consommateur. C'est-à-dire que c'est en caméra subjective, comme on dit. C'est-à-dire que ce que ça montre, c'est pas le plat dans son objectivité, son exercice objectif, mais c'est le plat tel qu'on le vit lorsqu'on le mange. Et voilà, il y a effectivement, comme quand on mange, des petites miettes qui tombent à côté. Il y a la fourchette posée qui est exactement dans la position du consommateur. Les petits accidents, le fait que la nappe ou la serviette ou le set de table soit plié, parce qu'il a été mis de façon imparfaite. Voilà, le paquet de beurre ouvert, et tout ça, et donne un caractère vivant. On est du point de vue comment on appelle ça, de la description des processus. Il y a ce qu'on appelle l'analyse de l'aspectualité. Dans quel aspect du processus on est? C'est pas le temps verbal, c'est pas le passé, présent, le futur. C'est comment on coupe le processus. Et on peut avoir, par exemple, une représentation d'une table avec une assiette, avec des restes, un verre vide, une fourchette posée comme ça, et puis des restes dans l'assiette. Ça signifie le repas est fini. On vient après le repas. On vient juste à la fin. Ou bien on peut avoir au contraire la table mise, tout est scintillant beau, le plat est rempli dans l'assiette, j'ai pas encore entamé. Là, on est dans un aspect qu'on appelle incoatif, c'est-à-dire que ça commence. Donc, avant de commencer, on commence. À la fin, le repas est fini, donc c'est des images différentes. Ce que montre Frischti la plupart du temps, c'est au contraire le procès en train de se faire, c'est-à-dire je suis en train de manger. C'est pour ça que le plat est un peu entamé, que la fourchette a déjà piqué des éléments de l'assiette, qu'il y a des trucs de la sauce ou des miettes qui sont tombées autour, etc., etc. Donc c'est l'acte, le procès du manger se faisant, comme dirait Bergson, hein, work in progress. Je suis en train de manger. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est les petites flèches là, dans cette page-là que je vois, c'est que le plat, l'assiette, son contenu est analysé, c'est-à-dire qu'on montre fusilli, al dente, asperge 100% française, parmesan, appellation d'origine, c'est pas contrôlé, c'est d'origine P. Bon. En tout cas, à chaque fois, les ingrédients, les éléments sont isolés dans leur identité propre et leur origine. Gage de qualité, gage effectivement de provenance. On n'a pas pris des choses en vrac dont on ignore l'origine et qu'on ne sait pas nommer de façon particulière et précise, hein, mais on nomme les ingrédients séparément, chacun les uns à côté des autres. Donc l'idée d'un contrôle de ce qu'on mange, hein, ça fait partie d'ailleurs du projet de lutte contre la malbouffe, c'est que c'est pas, je sais pas moi, un steak haché indifférencié, tu sais pas ce qu'il y a dedans, c'est que tu sais exactement les différents éléments, tu contrôles ce que tu manges. Donc tu manges non seulement avec plaisir, etc., mais en toute conscience réflexive de ce que tu as dans ton assiette. Alors, je voudrais qu'on regarde un peu leur humour, parce qu'ils ont développé un style d'humour, genre le plat qui donne la patate, délit de frites, et peace and love. Oui, je connais ça bien. Il y a plein de restaurants qui font ça. Dans mes dernières études sur un certain nombre de restaurants, je ne dirais pas lesquels, mais il y avait ce même genre d'humour. Alors, ce genre de blague avec des calembours, hein, mots. Attends, juste le slide précédent. Oui, sous la jupe des figues. Ouais. Parce qu'il y a des formules. Regardez, sous la jupe des filles, ça devient sous la jupe des figues. À la bonne heure, oui, qu'est-ce qu'on se marbre au lieu de qu'est-ce qu'on se marre, etc. Ou alors tout à l'heure, attends, reviens avant. Oui, voilà, Peace and Love, le cake qui rend chèvre, voilà, etc. Ce genre de jeu de mots
on connaît sa généalogie dans la communication. C'est la blague carambar. Alors, je ne sais pas si ça existe encore, mais dans mon enfance, quand on mangeait un carambar, on ouvrait le carambar et on était plus intéressé à la limite par la blague ou par l'histoire racontée sur le papier du carambar que par le carambar lui-même. C'est-à-dire que dans le packaging, il y a un élément qu'on peut appeler conversationnel, qui à la fois tend d'établir une communication complice, parce que pour faire une blague, un peu quelquefois salace, hein, regardez ce jus des figues, etc., il faut que l'interlocuteur soit complice, c'est-à-dire qu'on est dans une ambiance qui est celle des repas entre copains, entre amis, on s'amuse, on fait des blagues, c'est-à-dire qu'il y a une ambiance créée par une complicité et un bonheur, un plaisir d'être ensemble, qui est souvent lié au jeu d'ailleurs. Hein. Il y a toute une série de théories sur le jeu, dont la justification est souvent le plaisir d'être ensemble pour jouer, et les blagues ou la conversation enjouée qu'on peut avoir, le rire, etc. Ces éléments conversationnels sont fondamentaux aujourd'hui lorsqu'on veut créer une ambiance complice et qu'on veut faire de l'objet de la consommation, ici alimentaire, un des éléments d'un plaisir de vivre qui comprend d'autres choses, la sociabilité heureuse, la conversation avec des jeux de mots, etc. etc. Mais voilà, et j'en avais parlé au tout début de notre séance de travail sur la communication conversationnelle et ludique, on peut dire, enfin, surtout conversationnelle, à base de calembours et de jeux de mots, on a dans beaucoup de restaurants font ça maintenant. Je suis là pas loin d'un restaurant, chaîne assez connue qui s'appelle Ober Mama, Mama, qui est un restaurant italien Nouvelle Vague, qui leur carte est bourrée de jeux de mots comme ça, toujours un peu sexy, un peu ludique, en tout cas complice, et qui joue avec l'alimentaire, avec le plat, avec ce qu'on consomme, au même titre, et qui fait plaisir, y compris dans les mots et dans les images, autant que dans le goût. Ok. Je voudrais, Raphaël, qu'on évoque un peu la segmentation, mais de façon rapide. Je vais faire un petit panorama. Ce qui est frappant quand on se promène sur le site pour commander, c'est qu'ils ont d'abord un menu déroulant qui change, un menu général, un menu transversal. Enfin, ils ont une segmentation. En dehors, ils ont une première segmentation qui est entrée, plat, dessert, boisson, snack, à cuisiner, apéro, cave, etc. Et puis, ils ont d'autres segmentations selon les moments de la journée ou du week-end, où ils vont mettre boulange, sucré, salé, fruits, exotiques, pâtes, pizza, veggie, réunion, léger, burger. Enfin, ils ont toute une série de mots-clés qui structurent un peu leur vision de l'offre alimentaire. Qu'est-ce que tu peux dire de cette segmentation? Le problème, mais ça j'en ai expérience sur d'autres sites de livraison de repas à domicile, c'est comment à la fois offrir une richesse optimum de recettes, de plats, etc., mais comment aussi faciliter la recherche du client qui peut avoir envie d'un truc particulier. Quand par exemple je vais sur Deliveroo par exemple, j'ai une page qui défile avec 300, 400 restaurants, mais je sais par exemple que j'ai envie d'un restaurant dans lequel j'étais absolument content et sur lequel j'ai une expérience très positive. Eh bien, pour le chercher dans la page,
c'est la croix et la bannière. Je suis passé un quart d'heure à faire défiler des milliers d'asiatiques, de burgers, de pizzas, etc., avant de retrouver mon restaurant. Donc, le problème, c'est un problème simplement cognitif de recherche dans un trésor des choses qui vous intéressent. Alors, comment à la fois équilibrer la dimension je sais ce que je cherche et donc faciliter l'accès à ce que je cherche, mais en même temps faire voir l'offre, c'est-à-dire pas aller régulièrement de façon routinière sur la même resto par exemple, alors que il y a d'autres choses qui auraient pu m'intéresser et que je n'ai pas vu simplement parce que bref. Comment concilier les deux? Concilier les deux, c'est de créer des catégories, mais pas avec une grille unique. Là, on a des catégories avec une grille avec trois entrées. Comment dire, un système de, qu'on appelle ça En tout cas, les segmentations. Oui, un système de, qu'on appelle ça, un tableau à plusieurs, donc entrée, boulanger, sucré, salé, fruits, etc. Et puis, must-have, exotique, pâte. Je peux très bien. Alors là, j'ai superposé 3 moments. Attention. C'est des entrées. C'est des entrées. Les entrées. Fictives qui correspondent à des catégorisations. La première catégorisation, alors on voit bien d'abord qu'elle est hétérogène. Hein. Alors, le sucré et le salé, on voit bien que ça forme un paradigme. OK. Mais le sucré et le salé avec morphale et partage, ça n'a aucun rapport. Donc déjà, même la première grille d'entrée, elle est hétérogène. Je ne sais pas selon quels critères. Il y a le sucré d'un côté et les fruits de l'autre. Pourquoi est-ce que les fruits ne sont pas dans le sucré? Bon, bref. Puis il y a la boulangerie à côté. Bon. Et puis ensuite, on a une toute autre manière de catégoriser qui ne correspond pas au sucré, au salé, mais au type de plat. Alors, et typiquement, alors là, moi, je retrouve, alors à part must-have et léger, je retrouve là ce qui, moi, me satisfait pas, c'est-à-dire précisément la dégradation de la qualité, de la diversité culinaire par l'envahissement de la street food, burger, pizza, pâtes exotiques. Exotique voulant dire asiatique, parce qu'en réalité, en dehors du vietnamien, chinois, coréen, il n'y a rien d'autre. Chercher un exotique. Cette catégorisation, elle apparaît le week-end d'ailleurs. Elle apparaît pas en semaine. Elle apparaît Alors oui, ils ont dû faire des études pour montrer qu'à certains moments ou dans certains jours, la consommation de pizza et de burgers et de choses comme ça est massive et donc ça permet d'aller droit au but. Enfin, je voudrais qu'on avance sur un peu l'univers. Ensuite, la troisième ligne d'entrée semble correspondre à des niches, des trucs particuliers. Alors, énergie, je ne sais pas ce qu'ils appellent, probablement la viande, hein, apparemment. Veggie, ok. Non, on a comme. Réunion, ça veut dire, j'imagine que c'est des plateaux pour des réunions de travail, etc. Mais toutes les entrées ne sont pas claires. Hein. Parce que wanted, je ne sais pas, peut-être c'est les meilleures ventes. Pareil pour partage, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Must have, il faut vraiment. C'est une sélection par la qualité, j'imagine. Bref, c'est pas très très clair et il n'y a pas d'homogénéité logique, mais c'est normal. Hein. C'est une distribution correspond à la fois à une segmentation du marché et à une segmentation des catégories cognitives relatives à l'alimentaire. Bon. En fait, c'est souvent associé, ces promesses, à des petits messages. Et d'ailleurs, ils ont une manière d'écrire, j'aimerais bien avoir ton avis sur cette manière d'écrire, où ils mélangent plusieurs typographies. Nos coups de cœur du moment, ça c'est wanted. Manger à la maison, manger comme à la maison mais au bureau, ça c'était sur l'aspect bureau. Léger d'accord mais très gourmand, ça c'était l'argument léger. Énergie, c'était le déjeuner qu'il vous faut pour tenir. Voilà, effectivement, c'est des
ils ont dégagé des structures types dans la segmentation de leur clientèle et des occasions, des conditions. Hein. Au bureau, c'est une chose. Tenir, ça veut dire que j'ai besoin d'une alimentation solide et qui apaise la faim pour un certain temps, etc. etc. Donc, à chaque fois, ils ont des offres qui sont segmentées par occasion de consommation et par besoin particulier. Et moi, je dirais quand même, globalement, ils sont sur le roboratif. Ils sont sur le roboratif. Ils sont pas tellement sur des offres extrêmement légères, extrêmement diététiques ou extrêmement minceurs. Parce que même quand ils sont sur le léger, ils disent léger, d'accord, mais très gourmand. Et on a l'impression qu'ils sont quand même sur le roboratif. Oui, mais ça, c'est des, comment dire, c'est que n'importe quelle offre unilatérale a besoin d'être compensée. Si je te propose le léger, il n'y a rien, il n'y a pas de bénéfice senti au léger. Il faut bien que, du point de vue de la sensation, j'ai un plaisir quand même si c'est léger. Donc, le léger, on va l'appeler gourmand, pour dire, certes, ça va être léger, mais en même temps, vous allez éprouver des sensations, de plaisir, parce que c'est bon, c'est gourmand, etc. Et ainsi de suite. Alors, on va parler juste un petit peu des catégories. Tu m'as interrogé sur la graphie d'un typo. Ouais, les typos. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a c'est meilleur à plusieurs, voyager sans bouger de votre canapé, c'est le mot qui est mis en exergue, qui est en fait le mot qui va servir à accrocher, du point de vue de l'intérêt. C'est-à-dire ce qui va être le plus pertinent lorsqu'on connaît les faisceaux d'intérêt des clients. Hein, sucré, ventre, salé, cuit, plusieurs, canapés, etc. Alors, c'est une façon de faire ressortir. Les jeux typographiques vont toujours servir à ça, à faire ressortir certains éléments dans un poème, de mettre en gras certains mots, faire ressortir. Donc, c'est une façon de ne pas banaliser le discours en aplatissant tous les aspects, les parties de ce discours. Et puis, c'est le contraste entre la typo imprimée et les mots écrits à la main, manuscrits, hein, comme des tags, comme des. Et en même temps, ça veut dire que c'est signé. C'est-à-dire qu'il y a, quand ils disent dans leur film, nous rêvons qu'il y ait quelqu'un derrière qui s'occupe de notre santé, le quelqu'un, il est là. C'est-à-dire quelqu'un qui a écrit à la main, c'est une personne. C'est pas les lettres mécaniques. Donc ça fait partie de la complicité créée par le conversationnel de la communication. D'accord. Alors, quand on regarde la structure des plats, donc on a entrée, on a un certain nombre d'entrées, on a les plats, on a les desserts, on a les boissons, on a les snacks, l'apéro, parce que l'apéro c'est un vrai sujet pour Frischti. D'ailleurs, il y a une chose frappante, ils communiquent vraiment sur l'apéro, et ils ont même une nouvelle activité qui consiste à apporter l'apéro, non pas chez soi, mais sur les quais de Seine, dans un jardin. C'est-à-dire, il y a cette idée que aujourd'hui, on a des restaurateurs qui sont capables de livrer dans des endroits qui ne sont pas des endroits avec une adresse précise, hein, qui sont au milieu de la nature.